Tu es toujours la honte, ma famille le disait à chaque fête. Alors, quand j'ai acheté la maison de mes rêves, j'ai organisé une grande fête. Et envoyé des invitations à tout le monde sauf à eux. Ils l'ont découvert sur Facebook. Les commentaires étaient magnifiques. Comme une horloge, à chaque fête, je me préparais mentalement aux remarques et aux pics, toujours enrobé de faux rires ou de tintements de verre. Tu es toujours la honte, mon père gloussait en donnant un coup de coude à mon frère, comme si j'étais une blague que seul comprenait. Ma mère, elle, se contentait de me faire taire, au moins, essaie de ne rien dire de bizarre cette année. D'accord. Et à chaque fois, j'acquiesçais, souriais nerveusement et allais aider à mettre la table ou à sortir les chaises du garage, comme un bon personnage de second plan dans ma propre vie. Je m'appelle Ellie, j'ai 32 ans et pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai joué le rôle qu'il m'avait attribué, le garçon bizarre et silencieux, celui qui n'a pas gravi les échelons de l'entreprise comme mon frère Daniel, ni ne s'est extasié sur les premières étapes de bébé comme ma sœur Carly. Celui qui a gaspillé sa vingtaine à enchaîner les piges, les emplois dans des startups et les petits boulots que personne ne comprenait, sauf que ce petit boulot a fini par payer. Je n'ai jamais fait grand cas de ce que je faisais. Quand je créais des applications pour les petites entreprises, ma famille disait que ça ressemblait à un passe-temps. Quand j'ai commencé à travailler comme consultant pour des entreprises technologiques, ils ont levé les yeux au ciel et m'ont demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Même quand j'ai lancé un produit SaaS qui a décollé pendant la pandémie, ils ont ri quand j'ai dit que je devais embaucher quelqu'un. Embaucher ? Tu veux dire un ami pour t'aider avec ton site web, a ricané Daniel pendant le dîner de Thanksgiving, tandis que mon père découpait la dinde comme s'il auditionnait pour une émission de cuisine. Alors j'ai complètement arrêté de parler de travail. Ça ne valait pas la peine. Quoi que je fasse, j'étais la risée, la déception, la honte. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'était même pas dramatique. C'était l'anniversaire de Carly l'année dernière, ses 35 ans, et maman avait loué un vignoble pour la famille. Il y avait des hors-d'œuvre traiteurs, un guitariste acoustique et un diaporama des meilleurs moments de Carly, qui comprenait 5 photos de bébé, sa remise de diplôme du lycée et une photo d'elle brandissant sa première déclaration d'impôt. À un moment donné pendant les discours, Daniel a levé son verre et a dit, à Carly, la preuve qu'être responsable, ça paie. Tout le monde a ri. Ma tante chérie l'a même applaudi. Puis maman a enchaîné, et à Ellie, pour nous tenir en haleine. Nouvelle salve de rire. Mon verre de vin tremblait dans ma main. Ce soir-là, je suis resté tard pour aider à nettoyer, pas parce qu'il le méritait, mais parce que le personnel de traiteur avait l'air épuisé et dépassé. Alors que je ramenais des chaises pliantes dans la camionnette, Daniel m'a croisé avec un sourire narquois, toujours laide, hein, a-t-il dit à voix basse, assez fort pour que je l'entende, mais assez doucement pour pouvoir le nier. Je n'ai rien dit. J'ai juste terminé et je suis rentré chez moi en silence. Mais ce silence ne signifiait pas la défaite, il signifiait la planification. J'économisais discrètement depuis des années. Les revenus dans la tech peuvent être volatiles, mais j'avais fait des choix judicieux, investi, réduit la voilure quand c'était nécessaire, automatisé ce que je pouvais et, plus tôt ce printemps-là, j'avais signé pour une maison moderne de 3 chambres nichée dans un quartier de collines sécurisé. Des baies vitrées du sol au plafond, tout connecté, et un jardin qui faisait halter les agents immobiliers. C'était la maison de mes rêves et personne dans ma famille n'était au courant. Pas parce que je le cachais, mais parce que pas une seule personne ne m'avait jamais demandé ce qui se passait dans ma vie. J'ai signé les papiers, déballé mes cartons et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je me suis célébré. J'ai organisé une pendaison de crémaillère comme si c'était un événement sur tapis rouge. J'ai envoyé des invitations personnalisées à mes amis les plus proches, à d'anciens clients qui me sont devenus chers et à quelques collègues qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Pas de famille, pas un seul. Je leur ai dit que j'étais occupé ce week-end quand quelqu'un a essayé d'organiser un brunch. J'ai mis l'événement en mode privé sur Facebook, mais pas invisible. Cette partie était intentionnelle. La nuit de la fête était parfaite. Les guirlandes lumineuses brillaient au-dessus du patio, la nourriture traiteur sentait incroyablement bon et les rires résonnaient dans les couloirs d'une maison remplie de gens qui me voyaient vraiment, pas comme une note de bas de page, mais comme quelqu'un qui mérite d'être célébré. Il y avait de la musique, des discours et même un petit karaoké improvisé près du feu. J'ai pris des photos avec tout le monde, posé avec la pyramide de champagne et, à la demande de mon ancien mentor en affaires, j'ai même fait un court discours de remerciement. Mon amie Julie a posté une photo de moi sur le balcon, les bras levés, les lumières de la ville en arrière-plan, avec la légende, de paria à bâtisseur d'empire, si fier de toi,
Ellie. Ce post, c'est ce qui a déclenché le chaos. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une douzaine d'appels manqués, 7 de ma mère, 3 de Daniel, 1 de Carly et 1 d'un numéro inconnu qui s'est avéré être ma tante Cheryl. Mes notifications Facebook avaient explosé. Mon profil, que j'utilisais à peine, avait été tagué dans des photos, des stories et même une vidéo de quelqu'un qui filmait le moment où je coupais le ruban devant la porte d'entrée avec des ciseaux géants. Je n'ai rien posté de tout ça, mais je ne l'ai pas caché non plus. La section des commentaires était glorieuse. « Attends, Ellie, cette maison est magnifique, quand est-ce que c'est arrivé, tu mérites ça, OMG, je pleure, si fier de toi. » Et puis, enfoui dans le mélange, « Pourquoi nous n'avons pas été invités, de ma cousine Jenna, ta famille aurait dû être là, c'est tellement blessant de Carly, un passif-agressif. J'imagine que certaines personnes oublient qui les a élevés de maman. » Même Daniel a commenté, « J'imagine que ce faux boulot a fini par marcher, hein? Tu aurais pu nous le dire. » Je n'ai répondu à rien, ni aux commentaires, ni aux messages vocaux, ni au long texte que m'a envoyé ma mère disant que j'avais mis la famille dans l'embarras en leur faisant passer pour des étrangers. Ce mot, embarras. Je l'ai regardé pendant longtemps, puis j'ai supprimé le message. Mais ce n'était pas la fin, parce que 2 jours plus tard, Daniel s'est pointé à ma porte, sonnant comme si on était amis. Je n'ai pas répondu tout de suite à l'appel du portail. Je me suis tenu à l'îlot de cuisine, café à la main, à regarder son visage à travers l'interphone vidéo. Il avait l'air agacé, impatient, habillé comme s'il sortait directement du bureau, chemise boutonnée, montre qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture et cette même expression qu'il avait toujours quand il était sur le point de me donner des conseils. Il a appuyé de nouveau sur le buzzer. « Ellie » a-t-il dit dans le haut-parleur, sa voix grésillant. « Sérieusement, je ne suis pas là pour me battre, ouvre juste le portail. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Après le 3e coup de sonnette, il a sorti son téléphone, probablement pour m'envoyer un texto. Bien sûr, mon téléphone s'est allumé une seconde plus tard. « Daniel, ouvre le portail, je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. » Je l'ai laissé attendre 1 minute de plus, puis, avec une profonde inspiration, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture du portail. Il est monté lentement, scrutant la façade de la maison comme s'il essayait encore de l'assimiler. Il s'est garé dans l'allée, sur la gauche, où les pavés étaient encore impeccables et est sorti sans dire un mot. Alors qu'il s'approchait de la porte, je l'ai ouverte avant qu'il ne puisse frapper. « Alors, c'est vrai ?» a-t-il dit, les bras croisés. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Ouais. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» J'ai laissé échapper un rire discret. « À quand remonte la dernière fois que vous m'avez demandé quoi que ce soit sur ma vie, Dan ?» Il a levé les yeux au ciel. « Allez, on est une famille. Vous avez qualifié mon entreprise de passe-temps. Tu as dit que j'étais toujours laide. À chaque fête, vous vous êtes donné pour mission de me rappeler que j'étais la blague de la famille. » Il a levé la main. « Ce n'est pas juste. » « Si, c'est juste, » ai-je dit, mon ton plus tranchant maintenant. « Vous l'avez tous fait. Vous pensiez que c'était inoffensif, juste des taquineries, mais ça ne l'était pas. Ça a rongé année après année jusqu'à ce que j'arrête complètement de parler. » Pendant un moment, il a eu l'air sincèrement mal à l'aise, comme s'il ne savait pas quoi dire ensuite. Il a jeté un coup d'œil derrière moi dans la maison. « Cet endroit est incroyable, » a-t-il murmuré. « Ça a dû coûter une fortune. » Je n'ai pas répondu. Il pêchait, essayant de mesurer jusqu'où j'étais allé sans lui. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, » a-t-il dit finalement, mais maman est vraiment bouleversée, Carly aussi. Tu les as mis dans l'embarras. J'ai failli rire de nouveau. Les mettre dans l'embarras? Ils m'appellent la honte depuis une décennie, mais au moment où je fais quelque chose qui mérite d'être célébré et que je ne les inclus pas, c'est moi qui ai franchi la ligne. Daniel n'a pas répondu. Il s'est agité inconfortablement sur le porche. Tu sais, maman, elle a pleuré quand elle a vu les photos. Elle a pleuré aussi quand j'ai abandonné mes études supérieures, ai-je dit. Elle m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. Peut-être qu'elle n'aime tout simplement pas les surprises. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, puis les a relevés vers moi. Écoute, je ne dis pas qu'on était parfait. Vous étiez cruel, Dan. Vous tous. Et vous ne l'avez même pas remarqué. Silence. Puis il s'est éclairci la gorge. Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Tu nous ignores? Tu fais comme si on n'existait pas? Je l'ai regardé,
je l'ai vraiment regardé. Le même frère qui avait l'habitude de me pousser hors des photos, qui m'avait dit une fois lors d'un dîner de Noël que j'avais de la chance d'être inclus. Et maintenant, il était là, sur mon porche, à demander ma permission pour entrer. Je ne fais semblant de rien, ai-je dit calmement. Je choisis juste qui fait partie de ma vie. Sa mâchoire s'est serrée. Alors, tu vas continuer à punir tout le monde? Ce n'est pas une punition, ai-je dit, ma voix calme. C'est la paix. Encore un moment de silence, puis il s'est tourné pour partir. Mais avant d'atteindre sa voiture, il s'est retourné une dernière fois. Tu es toujours amer, a-t-il dit. Aucune maison au monde ne change ça. Je n'ai pas bronché. Et tu es toujours arrogant. Aucune fête ne change ça. Il est parti sans dire un mot de plus. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de ma cousine Jenna. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe dans laquelle je n'étais pas. Ma mère avait écrit, « Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Nous l'avons élevé, non? Peut-être qu'il aime juste nous faire passer pour des méchants. » Carly a répondu, « Il a toujours été un peu bizarre. Je savais que quelque chose comme ça finirait par arriver. » Puis Daniel, laissez-le profiter de sa petite victoire. Ça ne durera pas. J'ai lu cette ligne 2 fois. Ça ne durera pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne croyait toujours pas que tout cela était réel. Il pensait que c'était un coup de chance, une phase. Il ne pouvait pas me voir comme quelqu'un qui a réussi parce que cela signifierait admettre qu'il s'était trompé à mon sujet pendant des années. Alors j'ai pris une décision, ne pas riposter, ne pas me disputer, mais continuer tranquillement, délibérément, et m'assurer qu'il regarde chaque étape. Le lendemain matin, j'ai accepté une offre pour faire une chronique en tant qu'invité sur un podcast technologique avec un public énorme. La même semaine, j'ai signé avec une agence pour transformer mon travail de consultant en une entreprise à part entière. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn, posté quelques photos de la fête sur mon profil public. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez pour être vu. Je n'avais pas besoin de leur approbation, je voulais juste qu'ils sachent qu'ils n'étaient plus le centre de mon histoire. Et c'est là que les choses ont pris une tournure radicale. Parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Pas un commentaire, pas un message vocal, une lettre manuscrite livrée par coursier. À l'intérieur, il y avait 5 pages et une requête. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, chère, comme celle qu'on attendrait pour une invitation à un mariage ou un avis juridique. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Une partie de moi voulait la jeter dans le tiroir sans l'ouvrir, la laisser prendre la poussière avec toutes les autres choses que j'avais été trop fatigué pour traiter au fil des ans. Mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, il y avait 5 pages manuscrites sur du papier à ligne, le genre que ma mère gardait toujours en pile dans la maison. Son écriture n'avait pas changé depuis mon enfance. Des lettres bouclées, soignées, avec un lourd soulignement sur chaque mot qu'elle jugeait important. La première page commençait sans salutation, juste, je ne sais même pas par où commencer. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, téléphone en mode silencieux, café oublié. Elle a continué en disant à quel point elle était blessée, confuse, choquée de découvrir que j'avais emménagé dans une si belle maison et que je n'avais pas pensé à partager cela avec ma famille. Elle a écrit qu'elle avait vu les photos Facebook, les commentaires d'étrangers qui me félicitaient comme si c'était eux qui m'avaient élevé. Elle a dit que c'était comme être effacé. À la page 2, la lettre a pris un tournant subtil au début. Tu as toujours eu un don pour le drame, Ellie. Même quand tu étais enfant. Tu te souviens que tu te cachais dans ta chambre pendant des heures si quelqu'un te taquinait, même si c'était juste une blague. On est une famille. Les familles se moquent parfois, c'est comme ça qu'on se maintient les pieds sur terre. J'ai senti ma poitrine se serrer. Ce n'était pas des excuses, c'était une réécriture, un léger remaniement d'années de remarques désobligeantes en un sarcasme affectueux, une présentation passive de la cruauté comme de simples taquineries, de l'exclusion comme un amour rude. Et chaque ligne portait le même message non dit, c'est de ta faute si tu es sensible. La page 3 était une liste de malentendus. Daniel ne le pensait pas quand il a dit que je ne réussirais jamais. Carly avait toujours admiré mon indépendance. Papa était juste démodé et ne comprenait pas les carrières modernes. Elle a souligné ce mot, démodé. À la page 4, elle faisait des demandes. Mettons tout ça derrière nous. Pourquoi ne pas organiser une autre réunion? On peut en faire une affaire de famille cette fois. Tout le monde est prêt à essayer, si tu le es.
puis elle a lâché la vraie raison de la lettre. Ta cousine Jenna a mentionné quelque chose à propos de la croissance de ton entreprise. C'est merveilleux. Peut-être qu'on pourrait tous s'asseoir un jour et discuter de la façon de se soutenir financièrement ou autrement. Tu as toujours été bon avec l'argent et il y a quelque chose avec lesquels nous avons du mal et que tu pourrais peut-être nous aider à gérer. J'ai arrêté de lire. Le reste de la lettre était lourd dans mes mains, mais je n'avais pas besoin de voir les dernières lignes, je savais déjà ce qu'elle dirait. Une variante de « tu nous manques ». Tu fais toujours partie de cette famille. Et peut-être même merci de répondre bientôt. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le patio. Les lanternes de la fête étaient toujours accrochées, se balançant légèrement dans la brise. Les verres à champagne avaient disparu, mais l'énergie était restée. Le souvenir des rires, des gens qui m'encourageaient, pas qui me toléraient. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas une question de réconciliation, ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de contrôle. Pour la première fois de leur vie, ils ne pouvaient pas décider de la façon dont je me présentais. Je n'étais pas Élie l'aidant, Élie le bizarre, Élie la honte. J'étais Élie l'homme qui a réussi sans eux et ils détestaient ça. Je me suis rassis et j'ai regardé l'enveloppe. Il y avait une page de plus. Je me suis forcé à la lire. Nous aimerions venir voir la maison, peut-être apporter une bouteille de vin, prendre quelques photos. Tu sais, montrer à tout le monde à quel point nous sommes fiers. Je pense que ça voudrait dire beaucoup pour ton père. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Par voudrait dire beaucoup pour moi, par parlons-en, juste prenons des photos, montrons aux gens, prouvons qu'on est fiers, maintenant que c'est pratique. Ce soir-là, je n'ai pas répondu. J'ai plutôt pris la lettre, l'ai scannée et en ai enregistré une copie. Puis j'ai allumé un feu dans le foyer à l'arrière, me suis versé un verre et ai regardé les pages se recroqueviller et disparaître dans les flammes. 2 jours plus tard, Carly m'a tagué dans un post. Un dîner de famille, tous sourires, une légende qui disait « Certaines personnes oublient d'où elles viennent, mais nous savons toujours à quoi ressemble le véritable amour. » Les commentaires en dessous étaient quelque chose d'autre. Ma tante chérie l'a commenté « La famille d'abord, toujours. » Daniel a commenté « Pas de place pour les égos ici, juste une vraie connexion. » Maman a commenté « Amen à ça. » Et puis, enfoui sous la pile, un commentaire de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, « Attendez, Élie n'a-t-il pas organisé une fête la semaine dernière? Je n'ai vu personne de vous là-bas. » Ce commentaire, il a disparu en quelques minutes. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas republié, j'ai juste regardé. Parce que le moment arrivait, un moment très précis, très public et j'allais m'assurer qu'ils le voient tous. Je n'ai pas répondu au post Facebook, je n'ai envoyé de message à personne, ni à Carly, ni à Daniel, ni à maman. Je les ai juste laissés mijoter dans l'illusion qu'ils essayaient de construire, que rien n'avait changé, qu'ils étaient toujours le centre de ma vie, toujours l'axe autour duquel j'orbitais tranquillement. Mais dans les coulisses, je me suis mis au travail. Un mois auparavant, j'avais été approché par un magazine local qui présentait des entrepreneurs prometteurs de la région. Ils voulaient faire un portrait de moi, de mon entreprise technologique, de mon travail avec les petites entreprises, de mon histoire. J'avais initialement refusé, ne voulant pas attirer l'attention, mais maintenant, j'ai rappelé le rédacteur en chef. Nous avons programmé l'interview pour la semaine suivante. Je ne me suis pas habillé ni préparé de discours, j'ai juste parlé simplement. Je leur ai parlé des années de pige, des longues nuits à construire quelque chose à partir de rien, des difficultés à être sous-estimé par des gens qui pensaient que le succès ne ressemblait qu'à une seule chose. J'ai omis le drame familial, mais il était là entre les lignes, tissé à travers mon ton, mes silences, les mots que je n'ai pas dit. L'article est paru sous le titre de l'échec au fondateur, comment un outsider local a tranquillement bâti une entreprise à 7 chiffres. Il présentait une photo de moi sur le balcon de ma maison, les lumières de la ville derrière moi, la légende disant, Élie Grant, 32 ans, dit qu'il ne s'est jamais intégré et a finalement cessé d'essayer. J'ai posté l'article sur mon LinkedIn, j'ai tagué le magazine et je l'ai laissé se répandre. La réponse a été immédiate. Des clients ont contacté, des recruteurs ont envoyé des emails, d'anciens camarades de classe ont envoyé des messages, félicitations. Même l'un de mes professeurs d'université a laissé un commentaire, je savais que tu avais ça en toi, Élie. Ton projet de fin d'études avait des années d'avance sur son temps. Mais la vraie récompense est arrivée 3 jours plus tard. J'ai reçu un message de mon père. Court, froid, prévisible.
J'ai vu l'article. Bel endroit. Ça aurait été bien si tu nous avais inclus. Fais-moi savoir quand on peut venir voir la maison. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère a appelé 2 fois, puis une 3e fois. Je l'ai laissé sonner. Puis Carly a envoyé un texto, « Est-ce qu'on peut parler, juste nous deux ?» À celui-là, j'ai répondu. J'ai accepté de la rencontrer dans un café près de mon ancien quartier, un territoire neutre. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, un latte devant elle, le remuant en cercle lent comme si elle attendait que le courage se dissolve dans la mousse. « Salut », a-t-elle dit. Je me suis assis en face d'elle. « Salut ». Pendant quelques instants, nous n'avons pas parlé. Puis elle a expiré fortement et a dit, « Écoute, je sais qu'on a été horrible. Je ne vais pas prétendre le contraire. On ne t'a pas pris au sérieux et ce n'était pas juste. » J'ai hoché la tête une fois, la laissant continuer. Je pense qu'une grande partie de ça était de la jalousie et peut-être de la peur aussi. Tu n'as pas suivi le scénario. Tu n'es pas allé aux études supérieures, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu le genre de vie dont les gens parlaient quand ça a commencé à marcher pour toi quand même, ça a fait peur aux gens. J'ai été surpris par l'honnêteté de ça. Mais Ellie, a-t-elle continué, nous ignorer, la fête, les photos, les interviews, tu nous as fait passer pour des étrangers. Je me suis penché en avant. C'est parce que vous l'êtes. Vous êtes devenus des étrangers pour moi il y a des années. Je n'avais juste pas les mots ou la confiance pour le dire. Chaque fois que vous vous moquiez de moi ou que vous me laissiez de côté ou que vous me faisiez sentir comme la mascotte de la famille au lieu d'un membre, vous avez enfoncé un coin plus profond. Elle a baissé les yeux, sa mâchoire serrée. Alors, c'est tout ? On est juste coupé. Non, ai-je dit, mais les conditions sont différentes maintenant. Je ne supplie plus pour être inclus. Je ne distribue plus de réductions émotionnelles à des gens qui pensent que ma valeur est à débattre. Elle a hoché la tête lentement. Alors, quelles sont les conditions ? J'ai bu une gorgée de mon café. Vous ne parlez pas pour moi. Vous ne vous pointez pas sans invitation et si vous voulez faire partie de ma vie, vous le faites en égo, sans blague à mes dépens, sans commentaires acerbes, sans demander de faveurs déguisées en reconnexion. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas protesté. D'accord, a-t-elle chuchoté. Je t'entends. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était réel et c'était plus que ce que j'avais eu depuis des années. Elle n'a pas demandé d'argent, elle n'a pas demandé à voir la maison, elle a juste demandé, est-ce que je peux essayer de faire mieux ? Et j'ai dit, oui, mais je voulais dire, on verra un point. Les retombées sont arrivées 2 semaines plus tard. Mon père a essayé d'organiser un dîner de famille dans un restaurant, juste nous 5. J'ai décliné l'invitation poliment, fermement. Je leur ai dit que j'étais occupé par le travail, ce qui était vrai. Je venais d'être invité à prendre la parole lors d'une conférence technologique à Vancouver et je préparais mes diapositives. Le lendemain, Daniel a appelé. Il a laissé un message vocal que j'ai enregistré. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant juste parce que tu as eu de la chance ? Tu es toujours le même loser maladroit que tu as toujours été. L'argent n'achète pas le respect, Ellie, il achète juste des murs. Il avait raison sur une chose, j'étais le même à bien des égards. Toujours calme, toujours introspectif, toujours un peu maladroit, mais je n'étais plus faible. Je n'avais plus besoin de leur validation comme de l'oxygène. Ce week-end-là, j'ai organisé une autre fête, pas une énorme, juste un dîner privé pour quelques amis proches, des mentors et un invité très spécial. Carly. Elle s'est présentée avec une bouteille de vin et un sourire nerveux. Je l'ai accueillie, lui ai fait visiter et regardé ses yeux s'écarquiller dans chaque pièce. Elle n'arrêtait pas de dire, tu as vraiment fait ça. Tu as vraiment réussi. Et je me suis enfin laissé sourire sans amertume. Ouais, ai-je dit, je l'ai fait. Elle était différente ce soir-là. Plus calme, plus réfléchie. Je l'ai surprise à s'attarder dans mon bureau à domicile, à regarder le tableau blanc couvert de notes, les plaques et les articles encadrés. Tu sais, a-t-elle dit alors que nous débarrassions les assiettes plus tard, je pense que c'est la première fois que je te vois comme le personnage principal. J'ai ri doucement. C'est parce que c'est la première fois que j'ai arrêté de demander la permission. À la fin de la soirée, elle m'a serré dans ses bras. Pas l'étreinte rigide et performative à laquelle j'étais habitué, mais quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de réel et quand elle est partie, je ne me suis pas senti épuisé, je me suis senti plus léger. Ce soir-là,
J'ai ouvert ma boîte de réception. 3 autres emails de maman, un de papa, tous ignorés. Puis un d'un producteur de podcast qui voulait me présenter dans un épisode intitulé Le pouvoir d'être sous-estimé. J'ai accepté. Quand l'épisode est sorti, j'ai inclus une ligne vers la fin que je n'avais pas prévue. J'ai dit, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que les gens ont tort, c'est de construire une vie tellement bien que leurs opinions deviennent insignifiantes. Pas parce que vous les avez effacés, mais parce que vous les avez dépassés. Je n'ai pas dit leur nom, je n'en avais pas besoin. Ils l'ont entendu de toute façon et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme la honte.